Salut à toi, jeune podcasteur, auditeur de podcast. Comment on dit celui qui écoute un podcast? Parce que podcasteur, c'est celui qui le fait. Moi, je suis podcasteur. Mais toi qui écoutes, qui es-tu hein Qui êtes-vous Je sais pas. Auditeur de podcast, ma foi, ça marche bien. Bref, salut à toi, jeune auditeur de podcast. Et bienvenue dans Essaye encore. Je te rappelle le principe du podcast. Si tu ne connais pas, le principe est donc très simple. Je reçois un invité que j'aime beaucoup, que j'affectionne et qui généralement a des choses à dire. Ça, c'est mieux en fait. C'est mieux pour deux raisons. Un, on se fait pas chier. Et deux, je parle beaucoup moi. Et ça, c'est vraiment un bon plan. Et ensuite, avec lui, on parle de tout ce qu'il a pu rater dans sa vie, pro, perso, de moments pas simples qu'il a vécu. Alors, c'est pas évident de se livrer comme ça sur des moments où on a raté. C'est pas évident de parler de ses pannes sexuelles, par exemple. Bon, bref, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais mon invité du jour, c'est Thierry Ragno et je le remercie d'être venu se prêter au jeu. On a parlé avec lui de Darry Cole, d'écharpe bleue, de Plus belle la vie, bien sûr, et de chute en scooter. Alors si en ce moment dans ta vie tu rates des trucs, dis-toi que tout le monde rate des trucs. Et par exemple j'ai raté une omelette hier. Et Thierry Ragno il a aussi raté des choses. Ça commence maintenant. C'est donc Thierry Ragno, mon invité cette fois-ci, 4e épisode d'Essaye encore. Bienvenue Thierry, bonjour. Merci, bonjour. Et alors, la première question, je démarre toujours ça, je l'explique à chaque fois, donc je vais le réexpliquer pour ceux qui viendraient nous retrouver. Je suis pas journaliste et j'ai jamais aimé les questions des journalistes dans le sens où ils posent les questions sans jamais écouter les réponses. Résultat, j'ai pas tant de questions, j'en ai qu'une, et c'est qui es-tu ? Comment toi tu te présenterais à nous ? Au lieu que moi je fasse une présentation en mode journaliste. Je suis un saltimbanque, curieux, travailleur acharné, désirant tout bouffer de la vie, adorant les gens et les détestant à la fois, et voulant profiter de chaque seconde de cette planète absolument génialissime. D'accord, un peu épicurien en même temps, alors il y a ce côté, ah oui. Ouais. Ah oui, mais complètement. Travailler plus pour gagner plus, ça a été pour moi le summum de l'escroquerie absolue, tu vois, et peu importe qui l'a dit, on s'en fout. Mais non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas du tout ni pour travailler, pas du tout. Et pourtant, je bosse 25 heures sur 24, parfois. Mais non, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que là, on est, je ne sais pas si tu couperas ou je sais pas quoi, on est en période de confinement et pour moi, le confinement est très important et très bénéfique. Alors, attention, moi, je le vis bien parce que j'ai des conditions de vie peut-être un peu particulières et puis parce que je réfléchis de manière un peu particulière, ce qui fait que je trouve que ce confinement est absolument passionnant pour la suite. Mais j'espère que la suite sera à la hauteur. Oui, des attentes pendant le confinement. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Alors, ça veut dire que pour autant, tu as été très productif. Justement, si on parle confinement, pendant le confinement, il y a des capsules qui sont arrivées. Comment c'est né ça ? Explique, parce que c'est d'abord c'est d'abord une bêtise, et puis finalement, tu t'es dit de jour en jour, je la refais. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, la première fois que je l'ai faite, je pense que c'est le 13 mars. Ah oui, je pense, oui, c'est ça. Quand j'ai ciré les chaussures, je me suis dit, je vais faire ça tous les jours. Mais je me suis dit que c'était 15 jours. Oui, voilà. Ça faisait 15 jours, ça faisait 13 vidéos, puisque j'en fais pas le dimanche. Là, j'en suis à 49. Enfin, le 9 mai, qui sera la dernière, ça fera 49 vidéos, il est con ce virus. Ouais. Et c'était vraiment rigolo. Et au début, c'était rigolo. Et puis, c'est devenu rigolo, mais il faut fournir. Mais oui. Et puis, je me suis mis à faire du montage un petit peu sur l'ordinateur. Parce qu'avant, je filmais, soit c'était Cécilia ou Emma, ma femme et sa fille, qui sont là et qui allaient filmer. Et puis voilà. Et puis, au bout d'un moment, elles en avaient soit un petit peu ras-le-bol, soit elles faisaient autre chose, soit j'avais moins d'idées, ou j'avais des idées, mais plus Cécile B2000esque, des trucs de grands spectacles. Et du coup, j'ai appris à faire du montage un peu sur l'ordinateur. J'adore ça, c'est extraordinaire, génial. Donc oui, voilà. Donc le confinement, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait ça. J'ai écrit une pièce qu'on a terminée aujourd'hui. On était en réécriture. On va être en réécriture pendant 3 jours. Mais tous les jours, 3 heures par jour,
On a écrit cette pièce, j'avais 1 heure et demie sur la vidéo, donc oui, j'ai bossé. Ah oui, c'est pas un confinement de glandouille, même si pour autant tu disais ça t'a permis de te retrouver toi un peu aussi, de réfléchir. Oui, et puis la glandouille, c'est très important, quoi. Aussi, ouais. Savoir, quand on est ado, on dit je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, comme dans le film de Godard, c'était Anna Karina sur la plage qui disait ça à Belmondo. Qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire. Il est très très important de bien savoir s'ennuyer. C'est très important. C'est ce que les parents disent à leurs enfants, c'est ce que moi j'ai dit à mes enfants aussi. Ennuyez-vous positivement, sachez vous ennuyer, sachez ne rien faire, ne rien écouter, du silence, pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, et après on fait autre chose. Exactement, c'est une activité en soi de ne rien faire, et c'est d'ailleurs très dur de rester sans rien faire réellement. Tout à fait. C'est beau, on est bien parti. Thierry, donc tu le disais, curieux, comédien bien sûr. Alors comédien qui s'est justement essayé un petit peu à tout, t'as aussi chanté, on va en parler. Le début, c'est Darry Cole, c'est ça, le tout premier contrat professionnel? C'est ça, le tout premier, c'est Darry Cole, c'est une pièce qui s'appelle Dr. Glass, qu'il avait déjà joué 20 ans auparavant, et là, donc en 79, il reprend cette pièce pour partir en tournée avec les tournées Barret, et je suis dedans. Et alors, c'est le premier contrat pro, mais tu étais déjà parti dans cette voie de comédien. D'ailleurs, comment ça arrivé ça dans ta vie? C'était un choix au départ? Ça, moi, j'ai été comédien, j'habitais à Troyes, dans l'Aube, et donc j'ai fait du théâtre comme je faisais du tennis. Pour moi, c'est une activité du mercredi et du samedi. Okay. Sauf que il y a une fille qui s'appelle Sonia, dont j'étais très très amoureux, et qui faisait du théâtre. Donc, j'ai fait du théâtre pour ça. À la base, c'est vraiment pour la rejoindre, très clairement. Comme quoi, après, des fois, ça tient à rien. Après, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça génial. C'est tellement exaltant de s'échapper à soi-même pendant quelques instants et d'être quelqu'un d'autre. Que voilà, et puis ça a continué, j'ai passé mon bac, j'ai fait une année de semi-professionnalisme dans cette compagnie, et après j'ai passé des auditions pour venir à Paris, et Darry Cole est arrivé. Alors en fait, déjà, justement, les toutes premières fois dans cette compagnie semi-pro, ça a déjà été le début d'un apprentissage, puisqu'ici on est là pour parler de ce qu'a raté. Ça a raté, mais pour apprendre plein de choses, j'imagine, évidemment. Oui, complètement. Le premier ratage, c'est à 18 ans, et il a fait très mal celui-là. Mais ça n'a été qu'un premier des ratages qu'il y a eu après et qui m'ont aidé de toute façon. C'était un spectacle qui s'appelait Au restaurant. Je faisais un client, c'est une pièce qui faisait 35 à 40 minutes maximum. Un client, Patrick, mon copain comédien, faisait le serveur. Le client était un pauvre type, mais très gentil, mais qui se faisait laminer par le méchant serveur. On n'avait pas l'âge de nos rôles, on avait 18 ans, on jouait des gens qui avaient 45, 50 ans, donc j'avais une perruque grise. Ouais, c'était un peu étrange. Voilà. Et puis il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de spectateurs, ça marchait très bien cette compagnie. La première, on est plein à craquer, la famille, les amis, et puis des gens, et des vrais spectateurs entre guillemets. Et le spectacle passe pas. Et ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout parce que les gens trouvent que c'est pas pour nous. Les gens souffrent pour moi qui me fait laminer par ce serveur. J'ai 18 ans, j'ai un petit visage totalement angélique, j'ai une perruque grise. Ça marche pas, quoi. Et ils nous le disent après. Ils nous le disent. Le metteur en scène essaie de défendre son spectacle et moi, je sais pas quoi dire. Je suis un peu désespéré parce que, en même temps, je comprends bien, mais en même temps, on a travaillé, en même temps, ils ont raison et je m'en vais. Je fuis, je rentre chez moi. Chez moi, on est à Troyes, donc chez moi, c'est à 1 kilomètre à tout casser. En mobilette, en Peugeot 103, la célèbre mobilette, ça va très vite. Je rentre chez moi, je suis comme ça, à me ronger les mains, à taper partout, à tout casser, et je me dis, t'es con, reviens, je reviens. Et je dis aux gens, non, j'assume, on a travaillé comme ça, oui, c'est pénible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, c'était un vrai échec parce que j'avais vraiment mal que les gens n'aiment pas et qu'ils aient mal réagi. C'était un échec parce que moi, j'avais mal réagi à cette mauvaise réaction. J'avais pas assumé. Une mise en abîme de l'échec en quelque sorte, enfin, du mauvais moment en tout cas. Ouais. Voilà. Et du coup, il fallait absolument réparer ça en disant mais non, ça n'a pas marché. Et alors, le prochain marchera. Et puis peut-être que dans 6 mois, les gens se souviendront du spectacle en disant c'était pas si mal que ça en fait. Et puis peut-être que nous, on va digérer cet échec, puisque c'était un échec, les gens n'avaient pas aimé. Peut-être que le metteur en scène va digérer cet échec et qu'on fera attention dans le choix de nos rôles plus tard. Et pourquoi tu dis que la rencontre n'a pas eu lieu? Alors bien sûr, tu disais il y avait cette différence d'âge, etc. Mais sinon, qu'est-ce que... Je pense que fondamentalement, c'est le côté
pénible, le côté violent, le côté cruel, le côté sans espoir, ce client se fait laminer pendant 35 minutes. Oui, donc lourd à vivre. Voilà, quoi. lourd. Et l'humour qui pouvait peut-être y avoir n'était pas là. Parce que peut-être qu'on l'avait pas joué comme ça, mis en scène comme ça, et peut-être qu'avec nos âges, c'était encore plus violent. Et du coup, à recevoir, c'était impossible, c'était irrecevable. Et donc même, alors c'est sur l'instant, tu as déjà réagi, puisque tu as fui, puis tu es revenu, donc il y a déjà une analyse et une réaction de ta part, mais sur après coup, là, aujourd'hui, quand tu me le redis, et le raconte, qu'est-ce que t'en as appris, finalement, ce jour-là, de ce moment? Je l'analyse encore plus. D'abord, j'analyse que quand on fait un spectacle et qu'on sort de scène, 2 trucs. 1, tout était prévu. Même s'il s'est passé des trucs de dingue. Tout. Si les gens te disent, mais c'était prévu que le lustre tombe et tue le comédien, oui, c'est prévu. Aucun souci, c'était prévu. Ah d'accord, du sang partout, oui, c'est prévu. Tout est prévu. Voilà. Tout est normal, bon, tout est prévu. En effets spéciaux. Voilà, obligatoire. Et obligatoirement le spectacle dans son entièreté. Dire oui, j'ai voulu. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Avec tout le monde, enfin que tout le monde l'assume aussi, quoi. Enfin, c'est pas. Ah, il faut. Il faut. On marche en troupe. Ouais. Il faut absolument que tout le monde l'assume. C'est vraiment important. C'est important parce que ça fait aussi plaisir aux gens. Parce que le spectateur qui vient et qui dit c'était de la merde ton truc, et tu dis ouais c'est vrai je suis d'accord. Mais le spectateur là il comprend plus rien. Il dit comment ça t'es d'accord? Non, défends-le. Parce que j'aimerais bien que tu me contredises. J'ai payé 20 €, 30 €, 50 €, et tu me dis que j'ai vraiment raison. De faire ça. Mon Dieu. Remboursez-moi. Non. Oui, c'est ça. Il faut absolument l'assumer. C'est important pour tout le monde, quoi. Et donc arrive ensuite la première expérience, cette fois totalement professionnelle, tu disais, d'Harry Cole, et ça a été une grosse expérience, un très bon souvenir aussi, tu me disais. C'était magnifique, c'était extraordinaire, c'était partir en tournée avec lui, nous on était en bus, lui il était dans sa petite voiture de sport. Au bout de 3 dates de tournée, on est vraiment devenus potes tous les deux, et il me disait Thierry, allez, demain tu viens avec moi en voiture, tu prends pas le bus. Super, d'accord. Ce con, il se levait quand même à 7h30 du matin et on partait à 8h dans sa voiture. On s'arrêtait, on faisait de la gym. Comme ça tout d'un coup, en plein champ. On remontait dans la voiture. À chaque fois qu'il croisait des moutons, il lâchait son volant de ses 2 mains et il faisait mouton pognon, comme ça, en fermant les mains, en fermant les poings et en les rouvrant, comme un truc. Je fais ça, toujours, 50 ans après, je continue de faire ça. 50 ans, j'exagère quand même. Pas loin. Ah ouais, années 80, on y était, 79-80, ça fait ça, ouais. Voilà, je continue de faire ça. Et c'était magnifique. Sur scène, c'était magnifique. Il inventait tous les jours. Quelquefois, j'arrivais et il se tournait, il se mettait dos au public, il lançait sa réplique, il me faisait « T'es prêt, Thierry ?» Comme ça, personne ne l'entendait. Et je le regardais terrifié, et tout d'un coup, pof, il changeait un truc. Et il fallait rebondir. On disait le même texte. Ils avaient prévenu quand même. Oui, bien sûr. Ah ouais. Non, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et par rapport à ça, par rapport à notre thème de l'échec, je pourrais parler de 2 trucs. Une fois, mais c'est un échec rigolo. C'est que un jour on joue, je sais pas où, en province, en région, tout va bien, il y avait du monde partout, les gens hurlaient de rire, et je suis dans mon costume avec mon écharpe en laine bleue, en grosse laine qui m'arrivait jusqu'aux genoux de moto, parce que je conduis une moto depuis toujours, et il faisait froid dans ce théâtre, et je suis là, à mon entrée en scène, là, vraiment, je vois celui qui fait mon père et Harry Cole jouer ensemble, et puis j'écoute le texte, je me prépare à entrer, j'écoute, et puis à un moment, j'écoute plus rien parce que il se passe plus rien sur scène. Il y a un grand silence. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont oublié leur texte ou quoi? Puis ça prend du temps quand même. Il y a 5 secondes, 10 secondes. Et puis c'est surtout très long quand c'est comme ça, oui. C'est très très long. Et j'entends celui qui fait mon père dire mon prénom. Je sais plus comment je m'appelais dans ce spectacle, mais enfin bref. Il dit, mon fils, alors tu viens, on t'attend. Et je me rends compte que j'ai raté mon entrée. C'est moi qui attendais. Donc, ils n'avaient plus de texte. Catastrophique. Je fonce sur scène avec mon grande écharpe, évidemment. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit dans le public. Ça allait très bien. J'arrive et mon père, celui qui fait mon père, me fait « Viens voir. » Et j'arrive vers lui. Et puis voilà, on joue, quoi. Et puis, il prend mon écharpe
à chaque bout de l'écharpe, main gauche, main droite, Ouais. il tire un grand coup de sueur, ce qui fait l'effet de ça m'étrangle complètement. Ah, alors, ça va mon fils, tu vas mieux aujourd'hui? Oh la vache. La sale type, c'était vraiment pour me faire payer, Ouais, ouais. me faire payer mon erreur d'entrée, quoi. C'est ça. Voilà. Et pour le coup, t'as intérêt à bien connaître ton texte derrière parce que ça suffit à faire que tu perdes tes moyens. Ça c'est clair, ça c'est clair. Donc voilà, donc après un truc comme ça, évidemment, inutile de te dire que jamais plus je ne suis arrivé en retard sur scène, que je suis là au moins 30 secondes minimum avant que ce soit mon tour, Ouais, que ouais. je connais le texte des autres par cœur, Ah oui, ça etc., aussi. etc. Mais pour avoir fait du théâtre en amateur aussi, mais combien de fois ce que tu me dis me parle parce que t'es très vite spectateur de ce qui se passe. Tu regardes la pièce et tu oublies que t'es dedans et tu regardes et effectivement, et en plus comme on la connaît logiquement par cœur, C'est ça suit ouais. son cours, son déroulé, puis on oublie Ouais, et ouais. ouais. Et puis c'est très agréable d'être sur scène et de regarder ses camarades jouer parce que si c'est bien, bah, tu les trouves Oui, vachement bien, ouais, t'es c'est content vrai. pour eux, voilà. Et puis tu te dis, ah bah c'est à moi, ah bah c'est trop tard. Ah bah Voilà. mince, c'est raté, voilà. Ah oui, Très drôle ça. ce moment de l'écharpe. Ouais. Et alors, donc ça c'était dans les débuts. Dans les débuts, il y a aussi eu des concours, c'est ça? T'as fait des... Alors ça oui, bah ça c'est quelque chose. Alors on revient un tout petit peu en arrière à Troyes, là où je jouais ce spectacle Ouais. au restaurant qui s'était mal passé. Un jour il y a un concours. Mais ça c'est encore avant même. Là j'avais 16-17 C'est après ans. l'école, ouais, vraiment à l'école, tu me disais. Ouais, j'étais en train de passer mon bac ou un truc comme ça. Et il y a toujours des concours dans les écoles de théâtre, les concours de fin d'année, où une personnalité parisienne est invitée. Et là, c'était Gabriel Garand, le directeur du célèbre théâtre de la Commune à Aubervilliers, un super metteur en scène qui a fait du théâtre de la Commune un théâtre vraiment très très important et qui vient assister à ces journées de l'école de Troyes, de l'école de théâtre. On passe chacun une scène. Et puis, les prix sont distribués. Premier prix, deuxième prix, troisième prix, puis voilà. Et puis voilà. Et moi, j'étais la star du cours à l'époque. Et tout le monde pensait, et tout le monde disait, de toute façon, c'est lui qui va avoir le prix, c'est le meilleur. J'avais une scène, genre Scapin, machin, la scène du Et sac. pourquoi la vedette alors? Qu'est-ce qui faisait qu'on disait ça? Parce que je faisais rire tout le monde, parce que j'étais très à l'aise, parce que j'avais déjà cette espèce de liberté que j'ai toujours gardée, que j'ai toujours fait fructifier, travailler cette liberté dans le jeu et dans l'invention, dans l'inventivité. Et ça, je l'avais. Et c'était vachement agréable pour moi. Et puis, ça avait l'air d'être agréable pour les gens qui rigolaient beaucoup quand je faisais des trucs. Et ça t'était facile. Voilà, c'est ça. Et ça m'était absolument facile. C'est comme ça qu'on devient une star de cours. Il faut jamais devenir ça. Retenez, on a les 3 ingrédients. Voilà. Et donc je passe ma scène, tout le monde rit, etc. Tout va bien, c'était semi-public. Et puis remise des prix, il y a des gens qui ont des trucs, moi rien. Même pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, rien. Ouais. Je dis bon, d'accord. Et le lendemain ou quelques jours après, je sais plus, j'apprends par mon prof que Gabriel Garand a dit, lui, je lui donne rien parce que ce garçon ne fera jamais ce métier, il fera jamais rien. Parce que c'est trop facile pour lui. Donc c'est pas la peine. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il faut effectivement faire gaffe. Est-ce que finalement, il t'a pas offert la meilleure des récompenses, quelque part? Oui, mais en même temps, je trouve que ça aurait été aussi tout petit peu intelligent de sa part de me le dire. Oui, tu ça vois, par contre, plutôt que je l'apprenne par quelqu'un d'autre, que moi je fasse mon cheminement tout seul, etc., etc. Donc, il a eu sans doute raison, mais je pense qu'il aurait dû me le dire. Tu vois, ça aurait été plus intelligent, encore. Et du coup, sur le moment, avant de réfléchir à ça, mais sur l'instant, quand tu vois que t'as pas de prix, il y a toi qui le vis mal, j'imagine, puis il y a aussi ce regard de t'étais la vedette, tu devais avoir un truc. Enfin, il y a ça aussi après à vivre. Ah bah oui, après toi t'es déçu, tous les gens ils sont déçus, le prof est déçu, mais tout le monde est déçu par toi. En fait, oui. Forcément t'as fait quelque chose de pas bien, forcément. Mais personne ne voit quoi, puisque c'est comme d'habitude. Ouais. Donc c'est très bizarre, quoi. Donc après, on analyse que c'est trop facile. Du coup, les spectacles d'après, il faut verrouiller encore plus. Il faut dire là c'est facile, allez, non, on le fait pas. Je vais faire quelque chose de plus dur, ouais. Voilà. Ou plus dur, en tout cas, pourquoi je fais ça? Si c'est pour faire les pieds au mur, pour faire rire, si c'est sincère, oui. Si c'est pas sincère, non. C'est ce que j'adore, moi, chez De Funès, la plupart du temps.
mais c'est qu'il est d'une sincérité mais incroyable. Or, on remarque que tous ces derniers films, c'est moins bien parce qu'il est fatigué, parce que c'est plus difficile et parce qu'il a sans doute un peu moins envie ou c'est physiquement plus difficile. Du coup, il se laisse un peu aller. Du coup, c'est moins bien. Quand c'est trop facile, quand il se contente, quand on se repose sur ses acquis, voilà. Ouais. Quand on est sur repilote automatique, disons, pour faire quelque chose qui nous est relativement facile à faire. Ouais. Voilà. Dès qu'on est sur pilote automatique, hop, il faut arrêter direct et se dire hop, stop, hop, on arrête tout, on recommence à zéro. Ça m'est arrivé une fois, tant que j'y suis, en synchro, sur Ally McBeal, la série Ally McBeal. Je fais mon truc et puis une nouvelle nana, une comédienne américaine qui s'appelle Lucy Liu, qui est vraiment la star maintenant, et une petite nana qui vient la doubler. Et donc je la regarde, je lui dis bonjour, mais je la regarde à peine, quoi. Enfin, je m'en fous, quoi. On est là pour faire mon truc, hop, faisons une boucle de plus, tu vois. Et on écoute la scène, et puis on l'enregistre, et puis tout d'un coup, je me suis arrêté en plein milieu, je l'ai regardée, la petite, là, elle parlait d'une justesse absolue, elle était d'une sincérité, mais absolue, et je me suis dit, mais je peux pas faire ce que je fais là, je suis nul, mais nul. À côté, c'était épouvantable. Donc, j'ai dit à la fille qui dirigeait, je dis, on peut recommencer parce que là, j'ai un petit problème. Voilà. Et puis là, je me suis, allez, on va travailler maintenant. Aussi. Voilà. Ça, c'est important. Humilité, donc on retient en un mot, c'est ça. Il faut garder il faut toujours avoir ça dans un coin de tête. Ah ouais. C'est ce qu'on dit, rien n'est jamais acquis. C'est que on est une star à un moment donné parce que le spectacle a très bien marché, parce que le doublage est très bon, parce que le téléfilm a fait je ne sais combien de millions et de millions de spectateurs, et le lendemain, c'est fini. Voilà, le lendemain c'est terminé, faut recommencer. Et ça, aujourd'hui, tu l'as totalement intégré, c'est ta gymnastique de quotidienne. Mais j'imagine qu'au début, c'est dur. Enfin, il y a une rigueur à obtenir, à apprendre pour pouvoir le faire. Ouais. Au début, c'est très dur parce que tu penses à chaque fois. Il y en a certainement moins aussi, des moments comme ça. Ouais, tu penses avoir la technique suffisante, tu penses avoir l'expérience suffisante, tu penses que ça y est, quoi, voilà, t'as plus rien à prouver à personne puisque t'as fait ça, et les gens ils t'ont aimé. Donc voilà, c'est fini, quoi. Il y a qu'à faire comme d'hab. Et non. Et comme d'hab, il y a un moment donné où tu tombes, où tu comprends pas, tu te dis mais ça marche pas, comment ça se fait que ça marche pas? C'est toi qui marche pas. Faut réfléchir 2 secondes et puis après ça va très bien. Mais tu dis après ça va très bien, mais des fois c'est dur. Qu'est-ce que tu fais, quelle méthode t'as pour te remettre en question, si ce n'est voir que là ça va pas, déjà t'en es conscient, youpi, tu dis ok faut que je change un truc, mais quels sont tes outils pour savoir quoi changer? Le problème c'est que quand tu sens que ça va pas, au bout d'un certain temps, tu as les outils. Moi, je les ai, les outils, maintenant. Donc, alors, je vais parler que de maintenant, on parlera après, avant. Mais, donc, maintenant, je sais que ça va pas. Je respire un grand coup. Hop. Je réfléchis à ce que je fais, qui j'ai à côté de moi, qu'est-ce que je suis en train de jouer, que ce soit en synchro, en théâtre ou en tournage, c'est pareil, hein. Et on refait. Si on n'a pas le temps de refaire, parce que très souvent, on n'a pas le temps. Tu t'es planté, tant pis pour toi. Ça passe, comme on dit, ça passe. Celui qui a inventé ça passe, il devrait être enfermé immédiatement. Ça passe, ça veut dire c'est nul, ça veut pas dire c'est pas mal. Non, c'est nul. Donc voilà, mais si on n'a pas le temps, tant pis. Il y a une scène qui n'est pas bien, elle restera pas bien. Elle restera pas bien. La scène au théâtre que tu viens de jouer il y a 10 minutes, elle restera pas bien. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas la refaire. Et maintenant, et partout pareil, en théâtre ou à la synchro, on est tellement pressurisé et pressé qu'on peut pas les refaire tout le temps. Mais maintenant, j'arrive à me dire, la prochaine, ça va être bien. Et la prochaine, en général, au moins, c'est mieux, quoi. Mais quand t'as pas les armes, quand tu commences, là, c'est super compliqué, quoi. C'est vachement compliqué. Et moi, j'ai fait quelques trucs, que ce soit en synchro ou ailleurs, où, c'est raté, et puis j'ai pas su parce que j'avais pas les armes, parce qu'en face, j'ai pas eu quelqu'un qui a pris le temps. Il y a ça aussi, hein. Et donc c'est des petits échecs, c'est des petites aspérités, des grains de sable qui viennent et qui sont très chiants. Je me souviens que un jour j'ai fait une synchro, devais avoir 23 ans, 24 ans, donc c'était vraiment mes premiers doublages, hein. Une série qui s'appelle Open All Night.
donc une série avec des rires enregistrés américains. Ma mère, c'était Arlette Thomas, donc énorme comédienne de théâtre et de synchro. Et Roger Carrel faisait mon père, gigantesque comédien. Et puis on fait une scène, on était tous les trois, et puis je devais dire un truc genre ah non, j'ai pas envie. Et puis on fait une prise, et puis le directeur du plateau me fait non, tiens, fais-le-moi autrement. Ah non, j'ai pas envie. Non, t'as fait la même chose. Non, refais-le-moi. On l'a fait 27 fois. Ah ouais. Et j'ai pas réussi à la faire. Je parlais faux comme une casserole. Alors, inutile de dire que Arlette Thomas et Roger Carrel, ils étaient morts de rire. Ils se foutaient de moi, mais ils étaient morts de rire. Ils s'en fichaient, c'était pas très grave. On a dû prendre la première ou la deuxième. Non, mais par contre, pour toi, oui, sur l'instant, évidemment. Mais oui, parce que je n'y suis pas arrivé. Bah oui. Impossible. Et ça, c'est agaçant, mais c'est agaçant. Et ça poursuit, tu vois, parce que là, je me souviens très bien, parce qu'on se souvient très très bien des échecs. Oui, ça marque, oui. Bien sûr, aussi petit soit-il, et aussi pardonnable soit-il. Je sais même pas s'il faut dire pardonnable, parce qu'il y aurait une notion de bien et de mal, et je déteste ces deux notions-là, moi. Mais c'est comme ça, quoi. Voilà, je me suis pris les plaies dans le tapis, et ben voilà, ça m'arrivera plus. Et ben si, ça va m'arriver encore, mais c'est pas grave. Mais je me dis que ça n'arrivera plus parce que comme ça, je vais faire ce qu'il faut pour l'éviter au maximum. Exactement. On parlait d'Harry Cole tout à l'heure. Il y a aussi, t'es parti, t'as voyagé aussi avec lui. C'est avec lui, hein, je me trompe pas, en Afrique. Ah oui, alors ça, c'était incroyable, ça. Au bout d'un an de tournée, la production nous dit, et on était hyper contents, vous allez partir avec la pièce en Afrique, au Mali, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et ils me disent, toi Thierry, t'as un petit rôle, c'est ton premier rôle, t'as un petit cachet, si tu veux 50 francs en plus par représentation, tu pars en tant que régisseur aussi, assistant régisseur, hein, évidemment. Moi, super content, parce que j'adore tout ce qui est technique, et puis ils avaient 50 francs en plus quand même, c'est trop bien. Et on part, et donc voilà, on est en Afrique, donc on arrive à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la nouvelle capitale de maintenant. Et là, on joue, et c'est difficile quand même là-bas d'avoir tout le matériel technique dont on avait besoin. On avait demandé un magnétophone à bande, un Revox, qui ne se fait plus maintenant, bien sûr. Et ils nous avaient apporté 1 heure avant de jouer un petit magnétophone à cassette. On avait demandé un pistolet mais à blanc, quoi, qui fasse du bruit simplement. On n'avait rien eu du tout. Donc pour faire le pan, on tapait dans 2 planches sur 2 planches de bois. Ça marchait pas mal. Et puis voilà. Et puis, il fallait trouver les portes, il fallait qu'elles tiennent un peu comme on pouvait. Tout était difficile, quoi. Tout était difficile. Et moi, je passe la journée, il faisait 30 degrés, la journée dans le théâtre avec le régisseur, pendant que les autres comédiens étaient à la piscine ou en train de se balader, etc. Et puis, à 7h30, les comédiens arrivent, une comédienne arrive et va dans sa loge. Oh Thierry, il fait chaud, on n'a pas de clim. Et puis elle monte sur le plateau. Oh Thierry, regarde la poignée de la porte, ça marche pas. Mais qu'est-ce que t'as fait toute la journée? Et je me suis dit, mais je vais en faire de la colle de cette dame que je revois maintenant, qui est absolument charmante. J'en ai jamais reparlé de ça d'ailleurs. Et puis voilà. Donc en soi, c'est pas un échec de ma part, non. Mais c'est simplement une erreur, je dirais, d'appréciation, une erreur de sentiment vis-à-vis de quelqu'un, une erreur d'organisation, une erreur de se dire mais ça va être merveilleux, on a une compagnie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les gens sont formidables. Ben non, un être humain, c'est difficile, un être humain, c'est formidable et c'est désespérant. En même temps, oui, il y a les deux. Voilà. Et donc cet échec-là, si tu veux, qui est plus personnel, c'est dommage, quoi. Voilà, ça m'a rendu triste. Voilà, c'était tout fait pour que ce soit beau, cette tournée en Afrique. Et il y a eu 24 heures ou 48 heures où je me suis dit, mais ces gens valent pas le coup. Mais en même temps, c'était aussi éventuellement à moi de pas m'investir comme ça, mais j'avais pas le recul. À 19 ans, j'avais pas le recul. Donc voilà, maintenant je l'aurai le recul. Maintenant, je lui dirais, mais ma grande, tais-toi et joue. Gentiment, je lui dirais. Oui. Je pense que je lui apporterai un verre d'eau, je lui ferai même un éventail pour qu'elle soit contente. Mais je lui dirais, c'est bon, ma chérie. Je viens de passer toute la journée dans le théâtre, t'étais à la piscine quand même. Voilà. Mais là, tu peux pas dire ça. Non. Voilà. Beaucoup. On sent beaucoup de sagesse maintenant. Il y a ce côté, tu disais, toujours curieux, vivre de tout. T'as un grand enfant, on dirait un peu, dans comment tu nous racontes les choses. Pardon, j'ai pas entendu ça. T'es un grand enfant dans comment, avec la manière avec laquelle tu nous racontes les choses. C'était mon anniversaire et je viens d'avoir 6 fois 10 ans.
pas du tout, pas du tout l'âge que j'ai. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que, alors, c'est peut-être mes enfants qui m'ont aidé à ça. Et puis moi tout seul aussi, parce que je trouve que quand on a des enfants, il faut rester super éveillé, super vif, super alerte, super dans leur énergie pour comprendre leur cheminement, parce que ça permet de rester jeune, ça permet de rester énergique, et ça permet, pour moi, pour mon métier, en tout cas, de comprendre plein de choses, de comprendre les gens, de comprendre pourquoi on te dit pourquoi on te dit non, pourquoi les enfants, ils ont les yeux comme ça, curieux de tout, quoi. Et ça, c'est vachement important. Donc, grand enfant, oui, je le revendique carrément, même si je peux imaginer que parfois, ça peut être compliqué à vivre pour les gens qui vivent avec moi. Ils ne sont pas dans le podcast, ils ne pourront rien dire. Alors du coup, en parlant de gens justement, tu disais que là c'était plus un échec perso, tu t'étais comme un peu trompé, ou en tout cas tout était réuni pour que ce soit bien, puis tu étais un peu déçu des gens. Ça t'est arrivé d'être déçu, d'abandonner des projets, des choses, en te disant c'est pas pour moi, soit parce que le projet ne te plaisait pas, soit parce que les gens ne te plaisaient pas? Eh ben, ça m'est jamais arrivé, et ça aurait dû. Ah oui. Et j'aurais donc dû t'es toujours allé avoir la force au bout de en faire. disant j'ai signé, je fais le truc, quoi. Voilà, je suis allé au bout, et notamment un spectacle, une pièce d'un auteur japonais qui s'appelle Mishima, qui est une célébrissime auteur, une pièce qui s'appelle Le Tambourin de Soie, où je faisais un vieux monsieur, et là j'avais 24 ans, 25 ans, hein, pareil, j'avais pas l'âge du rôle, mais c'était passionnant à faire ce truc, le texte était magnifique. Et puis on me dit, voilà, on va jouer sous un chapiteau de cirque. Je fais, bon, pourquoi pas, hein. Ouais. Et le chapiteau, il est porte de la Villette, sous le périphérique à Paris. Là, je fais, il va y avoir du bruit, hein. Voilà. Et puis après, je vois le reste de la distribution. J'étais le seul avec un statut professionnel. Je me suis dit, bon, je me suis dit, écoute, fais pas ton snob, il y a des gens, ils peuvent être très bien, ils sont peut-être pas encore pros, mais toi, il y a un moment donné, t'étais pas pro, pareil, donc tais-toi. Je me doute de la fin, mais au moins t'as essayé, on peut pas nier ça. Voilà. Je vois la metteuse en scène, je comprends rien à ce qu'elle me dit, mais rien. Mais on bosse quand même, et puis évidemment, ça marche pas du tout. On joue sous le périph', il y a un bruit, mais incessant de voitures qui passent, on ne s'entend plus, on est obligé de hurler devant 7 personnes par soir. Au bout de 3 soirs, la metteuse en scène nous dit, je pourrais pas vous payer. Je dis, quoi, mais qu'est-ce que c'est? C'est un enfer, c'est horrible, il faut partir. Au bout d'une semaine, on a dit, stop, arrête. C'est pas possible, c'est pas raisonnable, quoi. Voilà. Ça, c'est typiquement, donc ça, c'est un échec. Mais parce que la rencontre s'est pas faite, parce que rien ne s'est fait au bon endroit, personne n'était au bon endroit au bon moment, mais c'est une chose que je n'aurais pas dû faire. L'échec, il est plus parce que je n'ai pas eu l'audace de dire non, ce n'est pas pour moi, plutôt que le spectacle n'ait pas marché. J'aurais dû avoir le courage et peut-être un tout petit peu d'orgueil de dire mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas en état de faire ça, quoi. J'avais fait un an après, justement, il y a quelqu'un qui m'a proposé un spectacle dans des conditions extrêmement difficiles aussi. Et là, j'ai dit aux gens, je vous préviens, moi je veux bien le faire, mais je bossais beaucoup à la synchro, ça commençait beaucoup. Je fais plein de trucs et je veux pas me planter. J'avais dit, je me suis quasiment jamais planté et je ne veux pas que ça m'arrive, donc je veux qu'on bosse comme des fous. Et ça avait été. Ils auraient pu très bien me dire, oh là, il se prend pour qui celui-là, il débarque d'où, ça va, quoi. Et non. Mais peut-être que tu as dit ça fort de l'autre expérience, justement. C'est ça. En un sens, une fois de plus, ça t'a servi. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que, bon, je disais attention, je veux qu'on bosse, mais du coup, j'étais le premier à bosser plus que les autres, évidemment. Ça, c'est obligatoire. Si tu dis ça, faut forcément que tu montres l'exemple, hein, sinon ça marche pas. Sinon, oui, là, pour le coup, ça ne marchera pas non plus, effectivement. Bien sûr. Ouais. Plus récemment, tu as vu aussi dans Plus belle la vie, à la télé, ça a été une grosse part, ça aussi, de ta vie de comédien, un moment. Enfin, en tout cas, ça a duré un moment. Ça, c'est énorme. J'imagine que là aussi, c'est plein de bons moments, et peut-être aussi parfois des moins bons. Curieusement, donc ce feuilleton, il termine la 15e année dans 2 mois, ça va reprendre, hein. Pas que je le dise, merde, mais bon. Tu peux l'enlever. Non, mais je pense que ça va reprendre. De toute façon, ça me paraît évident, ça marche tellement. Il termine la 15e année, il commence la 16e. Je ne suis resté que 18 mois, 20 mois.
Même pas 2 ans. Et on Donc, t'en rien. on Il y t'en a on très t'en parle tout le longtemps. temps. 2004, de juillet 2004 à mars 2006. Rien, même pas 2 ans. Ça a été, je pense, l'expérience la plus enrichissante, la plus facile, la plus difficile, la plus dingue, la plus agréable, la plus désagréable, la plus monstrueuse, la plus paradisiaque, tout. Il y a tout eu dedans, tout. Parce que c'était un enjeu énorme, c'était un investissement énorme, un investissement de tout le monde, financier, technique. Pour les comédiens, c'était une dose de travail gigantesque, travailler du texte et du texte et du texte et plein de textes, aller très vite, très vite, très vite. Et ça a marché. Et ça a marché. Et ça a marché relativement vite. Parce que c'est vrai que les gens oublient un petit peu, les gens disent ouais, ça a mis des années à marcher. Non, ça n'a pas mis des années à marcher, ça a mis 3 mois à marcher. Au bout de 3 mois, ça a fait ça a grimpé. Et moi, quand je suis parti, on était à 6,5 millions de spectateurs. 6,5 millions, c'était énorme. Ils sont montés à 7 après, je crois. Et voilà. Alors, ce qui était formidable, c'est tout ça, c'est cette machine, c'est cette exaltation, c'est ce succès, c'est d'être reconnu dans la rue, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait vraiment. Et ben, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est vachement bien parce que les gens sont contents. Les gens disent oh, merci, merci d'avoir fait ça. Ou alors ils vous engueulent. C'est pas très sympa ce que vous faites à votre papa, hein, vraiment. Mais bon, voilà, c'est tout un truc, donc c'est bien. Et puis il y a des moments, c'est insupportable. Il y a des moments, c'est insupportable parce que t'es pas d'accord avec ce qui se passe, t'es pas d'accord avec ton partenaire, ton réal, avec ce qui est écrit, éventuellement, avec le rythme. T'es pas d'accord parce que t'es fatigué, parce que t'en peux plus. T'es pas d'accord parce que tu t'investis peut-être pas au bon endroit. Je parle souvent de être au bon endroit au bon moment. J'ai fait un stage un jour avec 2 auteurs allemands et autrichiens, Peter Handke et Thomas Bernhard. Ils ne parlent que de ça. On n'est jamais au bon endroit au bon moment. Et très souvent dans ce métier, mais pas que dans ce métier, un peu partout, très souvent, on n'est pas exactement au bon endroit. On n'est pas exactement dans l'interprétation. On n'est pas exactement dans le bon karma, dans le bon caractère, dans la bonne humeur. Voilà. Pourquoi ? Eh ben parce que j'ai mal mangé, j'ai mal dormi. Oui, il y a X paramètres, évidemment. Il y a plein de trucs. Donc voilà, des expériences comme ça, c'est gigantesque et on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Mais toutes. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et que ce soit Plus belle la vie, que ce soit un tournage qui dure très 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 longtemps au cinéma, que ce soit une série télé où tu fais 6 ou 12 épisodes par an, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche pas. On m'avait dit, j'ai fait un Joséphine Ange Gardien. On m'avait dit, oh là là, quelquefois c'est pas facile sur ce tournage. Je vais être prudent dans ce que je dis. Et voilà. Donc t'arrives sur le tournage, tu te dis mais pourquoi ? C'est quoi ? C'est la production, la comédienne principale, le réal, les auteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi quelquefois c'est tendu ? Alors moi, je suis sorti du tournage, ça a été un tournage paradisiaque. Ouais, mais c'est un peu, je pense, le même phénomène que quand on arrive à l'école et qu'on dit ah t'as ce prof-là, tu sais, moi je l'ai eu, il était un tel horrible et voilà, je pense que ça va dépendre de avec qui en fait, tout simplement. Bien sûr, donc voilà, donc Plus belle, ça a été merveilleux. Je me suis cassé un cartilage dans le pouce du pied parce que j'étais pas content un jour et j'ai tapé dans une porte avec le pied. Évidemment, j'ai choisi ma porte. J'ai pris une porte blindée de 10 mètres de long, de 10 mètres de haut, donc la porte n'a rien eu. Moi, je me suis cassé le pied. J'ai eu un rhume qui a duré 2 mois. J'étais à la cortisone parce qu'à un moment donné, j'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Donc j'ai somatisé. Ouais. J'ai eu un bouton de fièvre. Je n'en ai jamais eu de ma vie. Jamais. Donc j'ai eu des réactions physiques à certains moments qui me faisaient dire mais tu vas te calmer, oui. Ouais. Parce que c'était moi. Et je suis allé voir un toubib qui m'a dit mais vous savez, faut vous respirer parce que vous c'est vous, le feuilleton c'est le feuilleton. Il faut y aller décontracté, hein. Donc après j'y suis allé beaucoup plus décontracté évidemment. Et quand je suis revenu en 2012, ben j'ai trouvé que c'était le paradis parce que j'étais fort de cette expérience-là. Ouais, une fois de plus. Je suis resté quelques jours, très peu, et tout allait bien, et je revenais
avec une réputation de lui, il faut faire attention parce que quelquefois il râle. Mais Et là, parfois même, il tape des portes. voilà. Mais là, le réalisateur, il a dit à la prod après, mais il est charmant. Qu'est-ce qui s'est passé bah voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est pas très grave. Voilà. Et là, c'est à tel point que, évidemment, j'ai eu un petit appel du pied pour revenir, et j'ai dit mais oui, mais évidemment, mais tout de suite, aucun problème. Donc, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, on verra bien. Mais je serais ravi d'y aller, parce que je n'irai plus du tout dans le même état d'esprit. Je sais ce que c'est, je sais comment ça marche, je sais les efforts qu'il faut faire, je sais les efforts qu'il ne faut pas faire. Aussi, oui, du coup, pour comme te protéger. Parce que, voilà, parce que c'est très important, parce que c'est une machine qui est spéciale, il faut livrer un certain nombre de minutes par jour, c'est une machine énorme, il ne faut pas la gripper, on peut discuter de tout, parce que les gens sont très ouverts là-bas, mais il faut pas mettre des bâtons dans les roues, et il faut pas aller à une place qui n'est pas la tienne. Voilà. D'où le bon endroit et la bonne place. Une fois de Encore plus. une fois. Et ça fait plusieurs fois que tu dis que à chaque fois il y a une expérience passée qui t'a servi. Est-ce que c'est ça à chaque fois, ou est-ce que tu penses pas que c'est plutôt désolé, mais un peu ton âge entre guillemets, t'as forcément mûri. Est-ce que c'est pas aussi toi qui changes tes perceptions ou tes manières de réagir ou de prendre les choses? Bien sûr. Mais c'est les, un mélange c'est des les deux, trucs. oui, voilà. Si à 18 ans j'avais pas fait ça, à 25, j'aurais pas réagi à ça au moment où je travaillais. C'est l'accumulation d'expérience et l'accumulation d'âge. C'est évident que quand tu prends de l'âge, alors quand tu accumules de l'expérience, donc toute expérience est bonne, que ça se termine bien ou mal, de toute façon c'est positif puisque tu vas en tirer quelque chose pour après. Ça, je ne veux surtout plus jamais le faire. C'est très positif, aucun problème. C'est sûr. Ça, je ne veux surtout plus jamais le faire. Comme je l'ai fait. Ouais. Parfait, très bien. Ça, c'est une chose. Ça, c'est tu acquiers l'expérience, et si tu réfléchis un peu, et ben voilà, tu analyses le truc, le pour et le contre. L'âge, c'est plus perso. C'est tiens, je peux plus me coucher à 4 heures du matin. Tiens, je suis enrhumé un petit peu plus que d'habitude ces temps-ci. Tiens, j'ai mal à l'épaule. Tiens, alors c'est le corps qui se déglingue, et ça, tu peux pas grand-chose, mais ça fait énormément réfléchir, mais énormément, parce que tu apprends à écouter ton corps, et tu apprends que si t'as mal à un endroit, si t'as mal au pied, c'est parce que tu travailles trop de l'épaule gauche, ou je sais pas quoi. Oui, en tout mais cas, tout est lié, quoi. Oui. Tout est lié. Donc l'âge, c'est aussi l'âge physique. C'est l'âge de l'expérience, et c'est l'âge physique. 2 âges. Et t'as chanté aussi, j'avais envie de parler de ça, j'en avais parlé brièvement tout à l'heure. Tu chantes encore? C'est une envie encore à l'horizon, ou on sait pas ça me démange, mais alors, complètement dingue. Ça me démange totalement. Et là, on vient d'écrire une pièce qui est une pièce assez musicale où, si, je chante dedans. Oui, je chante dedans. Ouais. Donc, si jamais on arrive à la monter, voilà, je vais revenir à mes premiers amours. Ouais. Non, ça, c'était extraordinaire. Et alors, c'est très bizarre parce que j'ai commencé le chant à cause d'un échec. Ah. Et oui, parce que et alors quel échec. Alors là, c'est impensable. Je joue une pièce au Bouffe du Nord. Les Bouffes du Nord, le théâtre célébrissime à Paris qui appartenait à Peter Brook. On l'a donné à Peter Brook, ce théâtre, pour l'embêter, en fait. Il réclamait un théâtre et vraiment, il emmerdait tout le monde au ministère. On lui disait, donnez-lui ça. Mais c'est une ruine. On s'en fiche. Donnez-lui ça. Et il arrive au Bouffe du Nord, le théâtre est en ruine. Il vient de brûler. Et il arrive et il dit, je fais pas de travaux. On joue comme ça. C'est un lieu, c'est le plus beau lieu de Paris. C'est sublime. Et il y a une acoustique. Tu fais ça et Ah oui. T'entends tout partout, c'est incroyable. Et j'ai trouvé le moyen, moi, de me péter la voix au Bouffe du Nord. C'est impossible. Tu ne peux pas te péter la voix au Bouffe du Nord, c'est impossible. Je l'ai fait. Échec total. Ça veut dire ma voix est placée n'importe comment, je parle n'importe comment, je respire n'importe comment. J'avais 26 ans. Donc, je file voir un prof de chant qui me remet la voix en place, impeccable.
Donc j'étais très content. Maintenant, alors je peux hurler pendant 5 heures, il y a aucun souci. Ah ouais. Et puis je commence des chansons effectivement, et ça, c'est une merveille. C'est une Et merveille. tu La découvres première à ce année. moment-là ou genre chez toi avant t'avais déjà chanté entre guillemets pour t'amuser? Oh bah oui, je chante. Là, je découvre parce que j'écris mes propres paroles. Donc là, mais sinon, oui, je chante parce que je chante dans ma salle de bain ou dans le salon en écoutant Dutronc ou Michel Jonas. Voilà. Mais là, ça Mais devient là un c'est une peu vraie plus sérieux, découverte, quoi. ouais. Et voilà. Et ça devient super sérieux. Je fais des concerts, ça marche super bien. Et je fais un jour un concert au Sentier des Halles. Là, je jouais sans musicien, avec une bande. Donc ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Sentier des Halles, ça se passe pas La bien. fameuse règle à un moment donné. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce que le choix des chansons était trop ambitieux. On était parti d'un truc de chansons françaises assez facile à tout d'un coup un truc de jazz rock un peu bizarroïde. Et là, je l'ai senti dans le quart d'heure qui a suivi le concert. Les gens qui étaient derrière moi, producteurs, etc., machin, ils ont été froids. Mais froids. Totalement froids. Et je me suis dit, oh là là, je suis au purgatoire, là. Là, il faut réagir, sinon, c'est fini, quoi. Voilà. Et donc, on a réagi, on a fait d'autres concerts avec des musiciens cette fois. Ça a été plus ambitieux. Là, je me suis mis à être producteur aussi pour savoir ce que c'était que produire un disque, tous les enjeux, une autre expérience, savoir qui fait quoi pour mieux faire. Et cet attrait aussi pour la technique dont tu parlais déjà tout à l'heure, de comprendre un peu la chose dans son intégralité. Ouais. Et donc voilà. Et donc la chanson, ça a plutôt bien marché tout le temps. Après, en sortant de Plus belle la vie, on a fait ce 3e album qui a plutôt bien marché aussi. Et puis voilà. Après le souci, c'est que j'avais quand même déjà un certain âge en sortant de Plus belle la vie. Et c'est compliqué, quoi. J'avais d'autres envies. Je m'étais mis à écrire beaucoup pour le théâtre. Ça marchait très bien de ce côté-là aussi. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de côté la musique, mais j'espère bien y revenir le plus vite possible. Oui. Et ça, l'écriture, c'est venu après, donc si je comprends bien, au bout d'un moment. Et c'est venu assez vite. L'écriture, c'est venu quand j'avais 24 ans, en fait. Ma première pièce. Aussi, ouais. Ma première pièce, c'est une pièce que j'ai écrite pour la radio, pour France Culture, et j'écris et ça marche. C'est acheté direct. J'étais un peu bon, et j'ai fait la bêtise de pas en écrire d'autres. J'aurais dû continuer, mais bon, j'ai écrit autre chose. J'ai écrit pour le théâtre. On écrit pour le théâtre, ça marche. Ça marche, ça veut dire, on a joué à Paris. Ça n'a pas eu un succès public gigantesque, mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, la pièce a existé, a plutôt bien marché. Ouais. Ce qui est déjà pas mal en soi, puisque dans le nombre de pièces, voilà, qui. Ouais. Après, j'ai passé presque 15-20 ans à pas écrire, et en sortant de Plus belle, je réécris Bon anniversaire mon amour, que je joue avec Cécilia Arnus. Succès total. Super bien, ça marche super bien, vachement bien. On continue, Pour l'amour du fisc, échec. Total, il y a 3 ans. Oui, c'est ça, 3-4 ans. Parce que là, typiquement, voilà, c'était à tous les niveaux, personne n'était au bon endroit au bon moment. Ça, c'était pas, ces personnes-là n'auraient jamais dû bosser ensemble sur ce projet-là. L'écriture n'allait pas non plus, la production, la mise en scène, l'interprétation. Un peu les conditions de cette fameuse première pièce semi-pro. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Hein. Tu te rends compte, la boucle qui se boucle. À 30 ans, à presque 40 ans d'intervalle, ça recommence. C'est hallucinant, quoi. Alors que là, les conditions matérielles, on les a totalement. Totalement. Les finances, l'organisation y est, mais voilà, le théâtre, c'est de l'amateurisme avec un A majuscule. Hein, tout le temps, c'est de l'artisanat, pas de l'amateurisme. De l'artisanat, mais tout le temps. Et de toute façon, je pense que ce métier-là, c'est un métier d'artisan tout le temps. Mais cela dit, n'importe quel autre, le journalisme ou le dentiste ou le boulanger, s'il se rate, il se rate. Et puis ça arrive, quoi. Ça arrive, et puis c'est difficile. C'est drôle ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de journalistes. J'ai pas beaucoup de questions parce que les questions des journalistes m'embêtent.
Bah, c'est surtout qu'ils ont une liste, ils les posent mais ils n'écoutent pas les réponses. Ouais. Et c'est surtout que nous, c'est source d'échecs, ça. Et moi, j'y ai eu droit 2 fois, on va dire, Tu parles à alors des interviews, oui, les interviews en soi, hein, ouais. de journalistes où tu réponds comme je le fais. Là, je te réponds assez simplement et assez ouvertement. Je fais un tout petit peu attention quand même, hein. Il y a des choses que je prends des mots détournés ou plus simples ou plus facile pour pas être trop violent ou voilà, ou pour pas que ça prête à confusion. Ça, je le fais là, un instant avec toi. Ouais. Sache-le. Mais bon, ça, mais parce que effectivement, j'ai eu 2 interviews de journalistes, dont la dernière que j'ai lue à minuit un jour. J'étais en tournage, je ne sais pas où, et de minuit à 4 heures du matin, j'étais avec le mec sur Instagram. Parce que j'ai réussi à le choper, il n'était pas couché, il se parlait, et je dis mais c'est toi qui as écrit ça? Et tu sais que c'est faux complètement. Bah pourtant, oui, mais mon patron il m'a dit que bon, je pouvais peut-être un petit peu enjoliver. Je dis enjoliver, mais il y a des limites dans l'enjolivement. Ouais. Et donc pendant 4 heures, il a réécrit son article. Je dis mais t'as pris ça où? Bah sur tel site. On va sur le site. Je dis mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui dis ça. Regarde, c'est un tel. Ah oui, c'est vrai. Ah bah j'avais mal lu. Et ouais. ça. Ouais. Alors ça, c'est pareil, c'est comme l'échec tout à l'heure. Je parlais d'avoir pris les gens, les autres. Là, voilà, bah, c'est un échec. Voilà, trop faire confiance, c'est aussi un échec, c'est aussi une erreur. Alors ça m'agace de dire ça parce que moi j'aime bien faire confiance. Ouais. Je préfère faire confiance totalement et m'en prendre un peu plein la gueule. Je me dirais bon, bah lui, je sais qu'il vaut mieux pas trop lui faire confiance, mais j'avais envie, quoi. C'est tellement plus facile. Si on se méfie de tout, mais c'est horreur. Quand j'entends en ce moment, j'ai plein de copains et des gens que je connais pas dire politiquement, allez, Macron a dit ça, c'est pas vrai, je le crois pas. Ok, mais il y a plus du tout de confiance, je veux dire. Ouais. Depuis, ça fait une quinzaine d'années que en politique en France, il y a plus aucune confiance. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les choses les plus merveilleuses du monde, parce que je pense qu'ils sont tous assez sincères, finalement, dans leur volonté de bien faire. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est fini. Il n'y a plus de confiance. Et moi, je ne veux pas arriver là, pas question. Il faut faire confiance. Donc, absolument. tu préfères te prendre de temps à autre une petite claque voilà, sur le coin du nez pour 50 autres sourires que tu auras eu oui, c'est ça. Voilà. D'avoir partagé. Qui sont des échecs, mais c'est comme ça. Là, tu parlais des petites vidéos que je fais en ce moment tous les jours. Pour moi, mais c'est un succès, mais gigantesque. C'est pas vu par 100 000 personnes. Tu manges quand même des croquettes pour chat. Tu vois. Mais oui, mais les réactions des gens, les messages des gens, c'est une merveille, c'est une beauté absolue, quoi. Et ça, c'est super, ça. C'est vachement bien. Donc, ça vaut le coup. Donc, effectivement, quelquefois, j'ai des gens proches de moi qui disent « Thierry, fais pas la vidéo, t'es pas coiffé. Non, tu vas pas te mettre les jambes nues. » Je dis rien parce qu'il y en a une qui arrive qui est un peu coton. Et, mais je dis « Mais je m'en fous. C'est pas je n'ai pas d'image. J'ai pas beaucoup d'ego. Il faut bien le dire. J'ai pas beaucoup d'ego et j'ai pas beaucoup d'image. J'ai pas beaucoup d'intérêt pour mon image. Ouais. Si je suis parasé ou si je suis mal coiffé ou si je suis rouge d'un côté, et je m'en fous. C'est moi. Voilà. C'est moi. Ce qui colle finalement à Simon Baker que tu as doublé pendant un bon moment, qui voulait garder ses rides sur n'importe quelle photo ou tournage parce qu'il disait c'est moi, je les ai et elles correspondent à mon âge et qui je suis. C'est marrant, hein, parce que moi c'est ce que je dis quand je tourne aussi à les gens qui veulent te gommer tout ça. Je dis mais gommez pas, c'est ma ride, c'est à moi. J'ai un petit grain de beauté là sur la joue gauche et je demande toujours à ce qu'on l'appuie un tout petit peu, tout léger. Comme De Niro. Eh ben, écoute, merci Thierry d'avoir été pour là cette fois au bon endroit, au bon moment pour avec cet enregistrement. Plaisir. Et on retient donc qu'il n'y a pas finalement d'échec puisqu'on apprend toujours. Puis on a appris aussi qu'on était régulièrement au mauvais endroit au mauvais moment, mais que c'était pas si grave que ça. Voilà. Juste un dernier truc qui est un échec, mais de vie privée plutôt. Et ça m'a paru important. Je l'ai marqué, tu vois. Un accident du scooter. Où tu es tout seul, où tu tombes tout seul. Et quand tu te relèves, tu n'as rien fait. Tu n'es pas blessé. Ton scooter, il a une rayure.
Mais quand tu te relèves, t'en veux à la terre entière. Ouais. Parce que c'est un échec, mais Ah oui, monstrueux. oui, oui. Parce que t'es vexé. Là, pour le mais coup, c'est comme un peu de l'ego. fou, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est horrible. C'est une vexation terrible pour l'orgueil. C'est terrible. Et c'est bien fait. Eh ben, merci Thierry. À De bientôt. rien, Geoffrey. Merci beaucoup. Avec plaisir.